Pourquoi octobre, c'est littéralement le pire mois pour les cryptos? Quelles sont les statistiques cachées sur les cryptos que la Société Générale ne veut pas que tu saches? Quelles sont les deux grosses blockchains sous-cotées qui pourraient exploser parce que leur potentiel est énorme? On va voir ça et bien plus. C'est la partie 2 des crypto news parce qu'elles étaient trop balèzes pour tenir dans une seule vidéo. Donc, je t'invite d'abord à regarder la première vidéo que j'avais publiée. Le lien sera en description avant de continuer. Et si tu es là pour la suite, c'est parti, hein. Petit rappel, même si tu connais, mais si jamais tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on continue. Parlons de l'Ether. La croissance hebdomadaire de l'offre d'Ether devient déflationniste pour la première fois depuis The Merge. On a vu que The Merge allait entraîner l'Ether à avoir un caractère déflationniste et c'est ce qui s'est passé. On a aussi remarqué que là, les frais moyens de gaz ont soudainement grimpé en flèche suite au lancement d'une nouvelle crypto, le Xen. Bon, perso, j'ai pas trop dur la crypto, j'ai l'impression que c'est un Ponzi. En tout cas, c'est ce que certains analystes disent. Il y a des trucs assez bizarres autour de cette crypto. N'hésite pas à me dire si tu l'as acheté. En gros, c'est une crypto qui peut être mintée gratuitement par n'importe quel utilisateur d'Ethereum, puis stackée pour plus de récompenses. Et en gros, elle aurait très fortement contribué à la tendance déflationniste qu'on a pu voir sur l'Ether. Intéressant. Perso, moi, le Xen, je me méfie. Je ne suis pas dedans, mais si t'es dedans, n'hésite pas à partager ton retour, tu vois. On est dans l'Ether, restons-y. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de débats sur Ether centralisé, décentralisé, que se passe-t-il? Et là, il y a eu une nouvelle statistique qui est tombée. Donc, un mois après The Merge, il semblerait qu'il y a 50% des blocs d'Ethereum qui seraient conformes aux normes de l'OFAC. Donc l'OFAC, c'est Office of Foreign Assets Control. Donc en gros, sur Twitter, il y a des utilisateurs qui ont souligné que ce chiffre met en lumière une étape importante vers la censure que l'Ether et Ethereum pourraient subir car il y a énormément de blocs qui sont sous surveillance. Je te partage un thread de Blockwork qui met en lumière le fait qu'Ethereum ne soit pas si décentralisé que ça. En fait, tu vois tellement de disparités dans les avis partagés. N'hésite pas à me dire quel est ton avis sur le sujet. Maintenant, parlons d'un autre acteur de la finance traditionnelle. Je t'ai dit, en fait, ils veulent tous venir. C'est un truc de ouf. La Société Générale, grosse dinguerie. T'es pas prêt. La Société Générale, en fait, là, elle était en mode Zeppo. Elle a vu Binance et Crypto.com. Elle s'est dit, mais ça va pas se passer comme ça, les frérots. Elle s'est dit, les typeux commencent à un peu trop prendre la confiance avec leur accréditation de l'AMF et avec leurs sièges sociaux qui déplacent en France. Mais là, il est temps de leur montrer qui est le boss. Parce que la Société Générale, c'est quand même une banque qui a été fondée en 1864. C'est la 3e banque française en termes de capitalisation boursière, la plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs en 2020. Mais on sait aussi que la Société Générale, c'est des requins, tu vois. Tape Société Générale documentaire sur YouTube. Mais là, on a appris qu'elle a fait ses bails en scred en mode, t'as vu, nous on parle pas beaucoup, mais on voit ce qui se passe. Elle a discrètement obtenu l'approbation réglementaire pour opérer en tant que fournisseur de services d'actifs numériques en France via sa filiale The Forge. En plus, suite à cette nouvelle, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et j'ai été surprise de voir que même sur leur site, ils sont vraiment en train d'afficher leur volonté d'être présents dans l'écosystème crypto, tu vois. Et ils déclarent pas publiquement, ils n'ont pas fait de grosses conférences de presse ou quelque chose auprès du grand public. Et là, je vais te partager mon point de vue extrêmement personnel. La Société Générale, c'est un acteur de la finance traditionnelle. Et elle sait qu'il y a des personnes arriérées qui sont dans le déni, qui sont anti-crypto pour zéro raison valable. La Société Générale, elle a également des gros clients fortunés qui ont un certain âge. Là, on est là pour parler de choses réelles, c'est que personne ne va vivre éternellement, tu vois. Et quand elle voit qu'il y a un engouement très fort de la part des jeunes autour des cryptos et qu'elle voit qu'elles ont leurs clients, je sais pas, qui ont 95 ans, qui ont leur fortune, qui vont peut-être déléguer à leurs enfants, elle se dit, mais attends,
on doit se positionner sur les cryptos. Mais le problème, c'est que si elles annoncent publiquement, ouais, nous, on est dans les cryptos, elles savent qu'elles vont perdre plein de clients qui sont anti-crypto. C'est pour ça qu'elles font leur balance crête, tu vois. C'est vraiment des requins, ils pensent à tout. Un autre exemple, tu vois, Christine Lagarde, c'est la directrice de la BCE ou un truc dans le genre. Elle a un discours anti-crypto, mais même son fils, lui, il est pro-crypto. Donc ça veut dire que même Christine Lagarde, qui est anti-crypto, elle aura beau mettre des disquettes à son fils, il sait la vérité, il sait que les cryptos, c'est le futur. Et c'est pour ça que la Société Générale est en train de se positionner. Et heureusement que nous, on connaît l'information parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans le déni concernant les cryptos. Et moi, j'aimerais bien leur dire, leur montrer tout ça. Mais bon, en tout cas, nous, on sait. Mais et là, c'est pas tout. Je vais te partager tout à l'heure des statistiques que la Société Générale ne veut pas que tu saches qui montrent aussi pourquoi elle décide de mettre les bushido sur les cryptos. Mais avant ça, je voulais te parler de Webedia. Webedia, c'est le leader du divertissement digital en France. Et là, ils annoncent qu'ils souhaitent rentrer dans le Web3. Ils veulent rendre accessible le Web3 au plus grand nombre. Cette nouvelle n'a pas été prise positivement sur Twitter de la part de leur audience, mais on sait, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit juste avant, beaucoup de personnes sont réticentes quant à l'idée de voir les cryptos et le Web3 émerger, mais ce sont des étapes que doivent passer toute nouvelle innovation avant d'être considérée comme une évidence. Donc en soi, c'est pas grave, tu vois, même les réseaux sociaux, si on parle d'Instagram, au début, il y a beaucoup de marques, surtout les marques de luxe, elles étaient en mode, ouais, non, nous, on veut pas être sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas grave, tu vois. Concernant Webedia, c'est également la première régie à accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc, on voit qu'ils veulent vraiment s'ouvrir au Web3 et aux crypto. Et c'est bullish, hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Autre nouvelle bullish, en lien avec les cryptos, la crypto Tron. Perso, je suis pas trop cet écosystème, mais la bonne nouvelle, c'est que Tron va devenir une monnaie légale en Dominique. Donc, le Tron sera accepté comme moyen de paiement. Le gouvernement a déclaré qu'il accepterait le Tron pour les paiements publics, y compris les taxes. Les entreprises sont également invitées à recevoir des Trons pour leurs services. C'est une nouvelle bullish, à voir comment ça va se matérialiser, mais intéressant. Bon, là, je t'ai dit, il faut un peu qu'on mette de la balance dans tout ça, même si, de manière générale, l'adoption massive est inévitable et qu'on a plein de nouvelles bullish, il y a aussi de nouvelles bearish. Et là, c'est ce que je vais te partager. Pour la première fois depuis 2018, les investissements dans les projets crypto ont chuté pendant 2 trimestres consécutifs. Ce sont des données qui nous viennent d'un rapport de Blocksearch. Donc, au trimestre 3, le financement par capital risque des startups crypto a chuté d'environ 35% à 6,2 milliards de dollars après une baisse de 22% au deuxième trimestre. Ils ont moins d'argent, mais ils en injectent toujours quand même. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on avait vu que l'écosystème gaming, il y avait toujours des investissements très intéressants qui étaient présents. Je crois qu'on en avait parlé il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus. Mais bon, le truc intéressant qui souligne, c'est que les startups d'infrastructure affichent toujours un beau taux de croissance en fait. Donc même si on n'a pas encore atteint les niveaux de 2021, d'un côté c'est normal, 2021 c'était le bull run, pour un bear market, on s'en sort pas trop mal quand même, hein. Bon, je suis désolée, là, c'est une autre nouvelle bullish en fait. Je suis vraiment désolée, mais faut dire les termes, faut dire tous les termes. Quand ça se passe bien, on le dit. Quand ça se passe mal, on le dit aussi. Et ça se passe mal en octobre. Octobre, c'est devenu le pire mois pour les cryptos. En tout cas, jusqu'à présent, il y a eu 718 millions de dollars qui ont été volés sur les protocoles DeFi sur 11 hacks différents. Ça veut dire que octobre, c'est le mois qui a connu le plus gros montant de hacks. Et à ce rythme, 2022 dépassera probablement 2021 comme la plus grande année de piratage jamais enregistrée. Aujourd'hui, les pirates, ils ont gagné 3 milliards de dollars à travers 125 hacks. Argent gagné salement, somme colossale. Malheureusement, c'est ce que je te disais, je crois, dans la partie 1,
on est obligé de passer par là, tu vois. Mais l'adoption massive est inévitable. Et moi, je me dis aussi que s'il y a beaucoup de hacks, c'est bien parce que ça veut dire que les projets crypto vont pouvoir se renforcer pour réduire le hack au cours du temps. Maintenant, lançons le débat. Pour ou contre les royalties sur les NFT. Donc les royalties, c'est la petite commission que les créateurs peuvent gagner sur la revente des NFT. Et ça a fait beaucoup de débats, tu vois. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et sur le sujet, il y a Magic Eden qui a un peu modifié son système de fonctionnement. Actuellement, ils ont dit que les acheteurs de NFT sur Magic Eden pourront déterminer combien ils souhaitent payer en royalties leurs créateurs. Et donc, Magic Eden a également dit qu'ils allaient supprimer les frais de transaction sur les achats NFT parce qu'avant, ils facturaient 2% de frais de transaction. Donc, encore une fois, c'est un gros débat, même sur les frais de transaction, tu vois. Il me semble qu'il y avait la plateforme NFT X2Y2 qui avait dit qu'elle enlevait les frais de transaction. Et si on parle des royalties, il y a la grosse collection YOOTS de gauche, on avait parlé, qui a dit qu'elle allait supprimer les royalties alors qu'avant elle avait un discours bullish sur les royalties. Je t'avoue que je comprends pas trop pourquoi les gens n'aiment pas les royalties parce que j'ai l'impression que ça part d'une bonne intention et que c'est assez intéressant pour les créateurs. Si tu as un avis contraire ou si tu as plus d'infos, n'hésite pas à les partager, tu vois. Mais comme on a parlé d'NFT, parlons également. Restons-y en fait, tout simplement, parce que j'ai plusieurs nouvelles à te partager. La première, c'est OpenSea qui rajoute Avalanche à ses blockchains supportées. Donc on voit que le marché NFT est mort, mais OpenSea continue de bundle et de rajouter plusieurs blockchains à son écosystème pour pouvoir accueillir un très grand nombre d'NFT au prochain Bull Run et se mettre très très bien. Et quand je te dis que le marché NFT est mort, c'est littéralement mort. Par exemple, deux nouvelles assez insolites, c'est qu'il y a un influenceur Logan Paul qui avait acheté un NFT pour plus de 11 millions de dollars en 2021. Cet NFT vaut aujourd'hui 6 dollars. Ça fait mal. Autre nouvelle, il y a le NFT du premier tweet qui avait été vendu à 2,9 millions de dollars. Aujourd'hui, il en vaut 97. Ça fait très très mal. Mais attention, les NFT ne sont pas uniquement des images sur lesquelles on peut spéculer. Il y a pléthore d'utilisations et là, tu peux voir à travers ce schéma partagé par Blockworks que je pense vraiment que les NFT vont profondément transformer nos quotidiens et s'intégrer aussi dans nos tâches quotidiennes et j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet. Revenons maintenant sur un rapport de la Bank of America, la Banque d'Amérique. Dans une nouvelle étude publiée, elle a révélé qu'il y a 75% des jeunes qui pensent qu'investir dans la finance traditionnelle, c'est has-been et ils préfèrent les investissements sur les actifs alternatifs comme la crypto. Ce rapport a également révélé que parmi les millennials, donc les gens qui ont entre 21 et 42 ans, ils allouent 16% de leur portefeuille aux actifs alternatifs dans les cryptos, alors que les baby boomers, donc les 43 et plus, en allouent seulement 5%. Et si on compare le marché des actions au marché des cryptos, la market cap du marché des actions, elle avoisine les 100 000 milliards de dollars, tandis que la market cap du marché des cryptos avoisine les 1000 milliards de dollars. Donc tu vois que le potentiel de croissance est immense. Selon la Bank of America, l'évolution des mentalités et des générations va faire qu'on va voir un équilibre qui va profiter aux crypto-monnaies. Et ça relie ce que je te disais sur la Société Générale, tu vois. Ils voient ce qui est en train de se passer. Ils voient que leurs clients qui actuellement sont des baby boomers vont malheureusement partir un jour et transférer leur richesse à leurs enfants qui sont des millennials. Et la plupart des millennials sont bullish sur les cryptos. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que selon la Bank of America, l'évolution des mentalités des générations va profiter aux crypto-monnaies. Ça veut dire que la market cap des crypto-monnaies sera amenée à évoluer dans les années à venir, dans les dizaines prochaines années à venir. Et ça, c'est très, très, très bullish. Tu vois ce que je veux dire? Bon, restons dans le présent. Actuellement, c'est le bear market. On est en train de saigner comme jamais. On se fait allumer. Je voulais te partager plusieurs points de vue qui nous viennent d'analystes sur l'évolution du marché.
Donc, selon un analyste, le marché baissier du Bitcoin durera 2 à 3 ans. C'est-à-dire que là, malgré la pression actuelle sur les prix, il ne reste pas longtemps avant que le Bitcoin ne sorte de sa dernière tendance macro baissière. C'est une nouvelle qui est un peu bullish en fait, tu vois, parce que là, ils sont en train de mettre en avant le fait que actuellement nous serions au point d'opportunité maximale pour le Bitcoin. Donc voilà. Après, tu vois, moi, c'est quelque chose que je pense, c'est que personne ne peut prédire la fin du bear market. Dans ma précédente vidéo, j'avais mis fin du bear market, mais c'était pour te montrer que ça sert à rien de chercher une date, parce que on peut se tromper sur les dates, tu vois, et je pense que le mieux, c'est d'avoir son plan. Moi, personnellement, je me dis que là, c'est la période d'accumulation jusqu'en 2024, il y aura le prochain halving. Chacun a sa stratégie. Mais bon, si tu veux quand même avoir d'autres réflexions sur la date de fin du bear market, je t'invite à lire les commentaires sur ce TikTok que j'avais posté sur mon compte TikTok. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre si tu veux. Mais il y a des personnes qui ont un avis très intéressant sur la date de fin. Perso, je ne préfère pas me prononcer parce que je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais bon, revenons maintenant sur deux blockchains qui pourraient potentiellement surperformer. Il y a deux protocoles qui ont établi des nouveaux sommets historiques sur leur nombre de transactions. Il s'agit d'Arbitrum et Optimism. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux blockchains de Layer 2 et elles ont connu une très forte augmentation depuis le début de l'année. Si on prend Optimism, le nombre de transactions a commencé à augmenter avant l'annonce de leur jeton de gouvernance parce que les gens voulaient tous se positionner pour un potentiel airdrop et ensuite il a quand même connu une augmentation. Et donc comme Arbitrum est un peu dans la même situation, on a également vu une augmentation du volume de transactions en vue du prochain airdrop. Et si on détaille un peu les statistiques que je t'ai partagées, Arbitrum a actuellement la TVL la plus élevée sur tous les Layer 2 avec environ 50% de part de marché et Optimism a une part de marché d'environ 30% selon L2Bit. Donc ça, ce sont des nouvelles assez bullish sur le développement de ces deux blockchains. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va terminer avec la bear market money, encore une semaine où il y a énormément d'argent qui ont été injectés dans l'écosystème crypto, malgré les baisses qu'on peut avoir. On parle de dizaines de millions par-ci, quarantaines de millions par-là, bref, tu connais, l'écosystème crypto vit. Bon, il vit pas sa meilleure vie, mais il vit, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, tu as les levées de fonds qui s'affichent. N'hésite pas à dire les projets qui t'intéressent. Si tu veux savoir les projets que moi je suis, on se retrouve dans le Club Alpha. Et puis, si tu es arrivé jusqu'ici et que ce n'est pas encore fait, pense à mettre un petit pouce j'aime pour donner de la support, t'abonner à la chaîne et me partager tes retours en commentaire. C'est tout pour moi. Et puis, on se retrouve maintenant dans la lettre Alpha pour du contenu secret. À très très vite.